Dernier généraliste traitant déclaré, hein, bien sûr. Donc voilà, on a exactement les mêmes symptômes qu'avec les autres, hein. Là, maintenant, je le sais, je lui ai dit que je récupérais tous les documents pour les analyses, les examens, tout ce que je vais faire pendant cet espace-temps, hein, puisque derrière, vous n'avez pas réellement de suivi, hein, c'est clair, hein. Donc je lui ai remis aussi le mémoire 4 à cause d'un petit problème de tutoiement avec sa femme, hein, parce que voilà, ça, ce généraliste, c'était un socialiste, on va dire. Ça se passait bien, point de vue médical, hein, sympa, tout ça. Mais avec le tutoiement, ils ont du mal. Donc lui, que je le tutoie, ça passait. Que je tutoie sa femme, ça passait pas. Alors que je l'avais pas tutoyé. Voilà, bon, petite anicroche, mais voilà, autrement, ça s'est super bien passé. Donc on peut, je dirais, s'entendre dans l'éthique et la déontologie, même si on n'est pas avec les mêmes affinités du parti, tout en le sachant de chacun, on va dire. Lui, il savait que j'étais plutôt dans ce côté souverainiste, nationalisme, et moi je savais qu'il était, je dirais, plutôt du côté socialiste. Voilà, sans rentrer dans l'affinité politique, hein, puisque là, je vais le voir pour mes problèmes de santé, pas forcément pour autre chose. Donc, dans cet espace-temps, ce qui va nous intéresser vraiment plus et en détail, c'est l'agression là et l'ITT avec la gendarmerie de Saint-Thomas-du-Cormier. Là, il y a le travail de la juge, d'une juge d'instruction, mais là, il y a réellement un travail de la juge d'instruction. Alors, je vais survoler avec vous rapidement la procédure et le bug qui se passe d'entrée, hein. D'entrée, c'est la procédure, elle est foutue, c'est clair. La chance, hein, qui m'anime toujours, hein, puisque voilà, on va voir ça. Donc sur tout cet espace-temps, voilà, il y a le travail de la première procédure et de la deuxième procédure avec la juge d'instruction. Donc on voit bien que là, il y a un travail de la juge d'instruction, ce que n'a pas fait du tout le magistrat Magnier, qui fait semblant de me faire passer pour un débile, hein. En gros, ça se résume à ça. Et aussi à l'intermédiaire, enfin pendant cette période-là, nous avons la psychiatre de ouf du dossier Jimmy qu'on n'a pas abordé et qu'on verra sur le prochain sous-chapitre. Donc on va commencer avec l'agression, l'ITT, pour voir aussi ce qu'est un petit peu le foutage médical, hein, des ITT. Hein. Le totalitarisme, ici, vous le trouvez, hein, le totalitarisme des ITT, c'est avec la médecine. Et c'est en lien, bien sûr, avec le délit pénal. Le dossier intégral dans tous ces volumes, je dirais, de cette agression se trouve ici. Donc là, hop, on ouvre ici, on trouve les 6 dossiers là, et on retrouve tout ici. Donc l'agression s'est passée en avril 2013. Voilà. Là, nous avons le CD réel qui a été transmis par la juge d'instruction. Donc là, il y a réellement un travail. Sauf que vous voyez, faut aller chercher, c'est une aiguille dans une botte de foin. C'est clair, hein, je vais vous montrer ça. Derrière, eh ben, il y a tout ce travail qui est fait, moi, dans ma défense. Il y aura un avocat aussi, vous allez voir le foutage de gueule de l'avocat dans cette complicité continuelle du parquet, des avocats, des juges d'instruction pour toujours protéger cette criminalité. Alors bon, même si c'est pas l'acteur, hein, quelque part, il profite que je sois évanoui, hein, c'est un agent de sécurité, un Belge à la double nationalité africaine, qui profite de cette situation pour me voler mon portable, mon smartphone, voilà. Donc là, vous avez la CA, hein, la cour d'appel d'instruction, donc la chambre d'instruction, et ici vous avez la chambre criminelle. Donc là, il y a réellement un travail de la juge qui était la juge Lipianski. Ok, mais tout commence au tout début et je lui avais donné. Donc je vous ai exposé l'affaire. Hein, c'est une agression en boîte de nuit. Voilà. Ou déjà quand vous arrivez à la gendarmerie, vous n'êtes pas la victime, vous êtes le coupable direct. Vous allez voir. Et donc là, c'est quoi à dire, mais vous sentez un petit peu, vous approchez ce qu'une femme violée peut ressentir quand elle va à un commissariat dire j'ai été violée. Où on va mettre en cause, par exemple, sa tenue, le côté aguicheur ou des choses comme ça.
parce que il y a aussi des mythos, hein, les flics ont l'habitude, mais voilà, dans l'esprit, c'est un peu ça quand même. Voilà, vous arrivez pour porter plainte et comme bon, ils sont habitués à avoir de l'ivresse ou les machins, ils prennent à demi-mesure à chaque fois les choses, quoi. Et donc, parce que ils sont autorisés à juger et ne pas à faire leur travail, eh ben, on va avoir la pièce manquante importante dès le début de la procédure. Alors le premier gendarme était très sympa et le deuxième gendarme qui a été euh, utilisé avec la juge d'instruction à cause de mon casier judiciaire, il était dans la discrimination et il n'a jamais voulu me rencontrer. Donc vous voyez que le casier judiciaire, c'est important parce que ça vous suit toute une vie et que vous allez avoir les jugements de valeur de n'importe quel cadre hiérarchique, alors soit de la police, soit de la gendarmerie, c'est exactement pareil, parce qu'ils ont accès direct à nos casiers judiciaires. Donc, et aux fichiers Cassiopée, surtout Cassiopée, quoi. Parce que Cassiopée, on dit beaucoup plus long que mon simple casier judiciaire. Par contre, toutes les affaires que vous gagnez, tout ce que vous avez été relaxé, voilà, ou tout ce qui a été classé sans suite, c'est caché un petit peu. Hein, voilà, faut pas en parler. Ils mettent bien en avant votre antériorité. Mais jamais ils auront la lucidité de dire ouais tiens comment ça se fait que son casier judiciaire commence à l'âge de 40 ans. Parce que quand vous avez un casier judiciaire, la plupart du temps, ça commence en tant que vous êtes adolescent, tout ça. Et là, ça commence aux 40 ans, ça commence quand le citoyen va vouloir s'intéresser à la politique, va vouloir rentrer dans la ville, et là, il y a des problèmes, on devient des cibles en fonction de cette technocratie des monopoles, des familles politiques, territoriales, qui viennent vous flinguer dans le dos. C'est une image hein, quand même. Donc voilà, ici on a tous les documents, tous les dossiers. Donc on va pas tout voir, on va survoler une grande partie. Vous voyez, nous avons même les attaques de la saisie hein, financière hein, par les impôts, hein, les finances publiques. Voilà, ils m'avaient bloqué puisque pour lancer une procédure de juge d'instruction, il y a un montant de consignation à donner, à verser, et ils viennent saisir jusqu'à la justice les finances publiques. Voilà, donc j'ai eu la main levée et la restitution de l'argent en 2020. Donc vous voyez, c'est pas tellement très éloigné, mais vous voyez, la procédure commence en 2013 et elle se termine en 2018, fin 2018. Donc il y a 5 ans et demi. Vous voyez, l'espace-temps est totalement différent. Là, il est quand même assez accéléré et rapide, même s'il y a beaucoup de travail de la juge d'instruction, ça c'est clair. Ici, en fonction de ce que je vais vous exposer, mais vous voyez, par rapport à la procédure Bagné et je dirais le terrorisme informatique du procureur de la République avec le juge Magnier qui n'ont pas déclaré la plainte concernant, je dirais, le harcèlement et les menaces de l'étude notariale, ça n'a rien à voir. La longueur, elle est totalement différente. Hein. Donc vous pourrez revoir, donc c'est le chapitre 4. Vous voyez, les espaces-temps entre les procédures sont totalement différents en fonction, parce que là, ça ne concerne pas de fonctionnaires, ça ne concerne pas de politique, ça concerne un double nationalité, et quand c'est des doubles nationalités, faut pas leur faire ou créer des casiers judiciaires, ils vous remboursent le téléphone, c'est point barre, la loi, ça n'existe plus hein, pour eux. Là, c'est pas un tribunal de police où voilà, il y a un délit quand même de vol, ils revendent le truc, voilà, mais c'est normal, c'est pas grave, voilà. Pour eux, c'est toujours jamais grave. Voilà, les victimes, c'est totalement rien à foutre. Et vous voyez, tout le boulot là, c'est pas le criminel hein, qui a fait le boulot. Hein. C'est bien la victime. L'agression. Voilà, je passe occasionnellement, je sortais en boîte de nuit solo, donc je sais qu'il faut rentrer. Hein. Voilà, c'est pas la première fois, hein, je le faisais une fois par mois, une fois tous les 6 mois, voilà, mais fréquemment, hein, faut s'entretenir, hein, puisque danser c'est un sport aussi, hein, quand vous tapez 1 heure ou 2 heures de piste, voilà, ça fatigue bien. Et en plus, vous pouvez rencontrer du monde, hein, ce qui change un petit peu tout ce stress habituellement. Enfin bref,
Donc, je vais au Sphinx, qui est aussi, je dirais, un de mes anciens clients que je venais visiter quand j'étais agent commercial, puisque les boîtes de nuit, pour vendre des micro-éoliennes, c'était, je dirais, intéressant. Donc, je connaissais à l'époque bien les patrons, sauf que là, ça a changé de patron. Je reviens de Rennes avec des potes et des amis, voilà, je rentre sur Fougères, je vais me faire un tour à Saint-Thomas-les-Cormier, pour pratiquer un petit peu mon sport, voire rencontrer, voilà. Donc je vais au Sphinx, bon, il n'y a pas grand monde. Il n'est pas très tard, comme ça me laisse le temps de boire d'entrée 2 ou 3 vodkas. Après, en dansant, en étant 2 heures ou 3 heures dans la boîte, je vais éliminer et je vais être dans le taux des 0,8, puisque nous étions à cette époque-là à 0,8 degrés pour cent d'alcool dans le sang. Donc voilà, hein, puisqu'on élimine 0,15. J'avais dit 0,10, mais non, c'est 0,15 d'après d'autres informations. Voilà, en gros. Donc, c'est ce que je fais, hein, puisque j'aime le côté un petit peu éthanol quand je vais danser. Ça me permet d'être un petit peu dans un état de transe en naviguant, je dirais, sur la piste de danse. Hein. Donc, faut être quand même lucide, hein, parce que quand vous dansez, vous tournez. Alors, je dis pas la Michael Jackson, mais il y a un peu de style comme ça. Donc, en même temps, ça vous donne l'effet de vous saouler tout seul, puisque vous êtes dans le tournoiement. Hein, comme quand le font en patinage artistique les filles ou les hommes, hein, qui tournent à 360 comme ça, à une vitesse cingle, où le cerveau en prend. Donc il faut pas être totalement bourré pour pratiquer, je dirais, ce sport en même temps et ce plaisir, hein, bien sûr, d'être dans le son et de pouvoir naviguer dans la foule, où là vous pouvez utiliser le sens radar, hein, que je m'amusais à utiliser. Ça veut dire vous dansez les yeux fermés, hop, et vous rouvrez, donc vous voyez la position des autres citoyens sur la piste et vous naviguez comme ça. C'est voilà. Alors des fois vous prenez des coups, mais il n'y a rien de méchant, hein, puisqu'il n'y a pas d'agressivité de ma part, puisque je sais pertinemment que peut-être je peux prendre un coup, mais c'est dans le feeling, c'est dans la danse, c'est involontaire. Voilà, il n'y a jamais eu d'anicroche. Pendant toutes ces années que j'ai pratiqué, il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà, donc je rencontre des filles, je prends une quart de bouteille, donc ça fait dire 0,25 centilitres d'alcool de vodka. Hein. Moi, je bois l'alcool pur, hein, pour l'espace-temps, hein, puisque si vous mettez du sucre, ça va accélérer l'éthanol et vous n'allez pas savoir réellement le doser. Tandis que là, en le prenant pur, vous savez qu'il y a une demi-heure où ça va, vous allez avoir la montée d'alcool. Et après, je dirais, ça va redescendre normalement par votre organisme. Voilà, donc je lance et puis d'un coup, je commence à avoir un... Voilà, je me rappelle plus de la soirée, je me fais agresser, je sors, je me fais agresser, je vois pas d'où viennent les coups, alors pourtant je suis ceinture noire de judo, je ne bois pas beaucoup d'alcool et occasionnellement de l'alcool, donc en vérité, j'ai jamais eu ce problème-là, et là, voilà, c'est le blackout. Voilà. Donc je pars, puisque je ne sais pas qui m'agresse, comment, où ça part, l'agression, et voilà, ils me poursuivent, ou il me poursuit, il continue à me frapper, je suis par terre, il me finit avec un grand coup de pied dans la tronche, au revoir, il n'y a plus personne. Voilà, c'est ce que je me rappelle juste de l'agression. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, pourquoi, voilà. Et donc le matin, quand je me réveille dans la voiture, alors que j'ai le souvenir que ça s'est passé à l'extérieur, je me réveille dans ma voiture. Donc je trouve ça bizarre. J'ai plus de téléphone, j'ai plus de clé, j'ai plus de montre. Bon, ok. Le temps d'émerger, j'ai la gueule explosée. Je ne me suis pas vu, bien sûr, mais j'ai des douleurs énormes au niveau de la tronche. Voilà, je sors de la voiture, bien sûr je cherche les clés, hein, et ma voiture, elle ne pouvait pas démarrer sans brancher la batterie. Puisque ma voiture, la voiture de mon père que j'utilisais, la Safrane, puisque ma Clio avait été volée et incendiée, eh ben, elle avait un problème de batterie, donc j'étais obligé à chaque fois de débrancher la batterie et de rebrancher la batterie quand j'allais partir. Autrement, la batterie, elle se vidait tout seul, j'avais un problème de masse. Donc, ça veut dire que des personnes ont voulu démarrer ma voiture pour éloigner ma voiture en me mettant dedans. Sauf qu'ils n'ont jamais pu démarrer la voiture, puisque il fallait le savoir qu'il fallait rebrancher la batterie. Donc voilà, je me lève, je sors, le temps de réagir, et il y a le videur qui sort. Alors je sais plus quelle heure il est, 7h, 8h, 8h30, 9h, je sais pas quelle heure il est.
À ce moment-là, j'ai plus de montre, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Donc je lui parle de 3 mots, hein, c'est un grand, black africain, voilà. Je lui parle, je dis: «Voilà, je sais pas» et donc il fait semblant de chercher avec moi la clé de voiture et je le vois partir au fond, et balancer un truc. Alors je sais pas quoi à ce moment-là et il dit: «Bon, moi je trouve pas», il se casse. Après, je vois sortir, le patron, je pense et 2-3 personnes et une des filles avec qui, j'ai bu de l'alcool et ça me tique un peu et il me regarde, il passe, il se casse. Donc là, il y a pas d'assistance, personne en danger, après l'agression. On n'appelle pas ni les pompiers, ni la gendarmerie, rien du tout, hein. On vous laisse comme ça. Donc on peut parler de non-assistance en personne en danger. Bon. Je vais donc il y a une autre personne qui a une maison à côté, il y a une personne qui arrive en voiture, je l'interpelle, hop et il m'aide à chercher, la clé et c'est à ce moment-là que, beaucoup plus loin où se trouvait, je dirais ce videur, à 5 ou 10 mètres, je retrouve, 2 ou 3 mètres, je retrouve la clé de ma voiture. Donc en fin de compte, en réfléchissant après, hein, parce que sur le coup je suis trop asthmaté, je me dis: «Bah, tiens, il a balancé, c'est lui qui avait pris mes clés de voiture et il l'a balancé là-bas au fond, loin». OK. Donc quand j'arrive à la gendarmerie, alors tout de suite, je ne suis plus la victime, je suis, celui qui a conduit sa voiture, en ayant de l'alcool dans le sang. Voilà, quand je lui dis: «Bah non, moi j'ai arrêté une voiture, ils étaient 2, 3 dans la voiture, et je suis monté avec eux et c'est eux qui ont pris ma voiture et qui l'ont amenée là devant pour que je puisse, venir porter plainte». Donc là, il n'y a pas eu de problème, mais tout de suite, je ne suis plus la victime, je suis coupable. Vous voyez? Donc quand ça commence comme ça, vous vous dites: ça commence mal, hein. Vous pouvez imaginer, quand une personne, une femme victime dit: «Ah tiens, je me suis fait violer», le mec il va dire, «Ah oui», voilà. Donc il y a, quand même, cette distance, qui est quand même déjà, pas très bonne, on va dire, hein, avec, ce petit, chef, hein, de gendarmerie, hein, de Saint-Aubin-du-Cormier. Alors, il prend en photo mes vêtements qui sont, défoncés, il prend ma déposition, il me prend mes photos, le visage, un peu explosé, hein, c'est clair. Heu voilà, donc mais je mentalement, je ne pense pas à ce moment-là à m'être fait droguer, je parle que de l'agression parce que je ne sais pas, je lui explique. Voilà, donc on prend tout, OK, je peux repartir après et c'est dans la voiture en rentrant de Saint-Aubin à Fougères que je dis: «Tiens, paf, j'ai peut-être été drogué» et donc vu mon état général, je vais à, l'hôpital pour, me faire ausculter, prendre des radios, voilà et donc je passe aux urgences. Sauf que le gendarme, ils ont le droit d'être dans le jugement arbitraire et de pas vous donner la plainte. Alors que quand vous posez plainte, on vous donne la copie de la plainte. Vous voyez? Mais quand c'est des cas comme ça, et toujours pour les statistiques, toujours dans cette dictature ministérielle et des gouvernements, hein, voilà, hein, pour dire oui, non, il n'y a pas de délinquance, il y a moins, gna 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 gna. Voilà, il faut essayer de foutre les plaintes à la poubelle. Voilà. Donc on vous donne pas la plainte. Si vous venez pas le lendemain, vous n'aurez pas la plainte. Vous voyez? C'est quand même vicieux, je dirais l'intérieur. Voilà, c'est pas, à lui de juger ou d'estimer sur le coup si, c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous venez pour une agression quand même, la moindre des choses, c'est que, comme si ça nous fait plaisir d'aller déposer plainte, d'aller, se plaindre à dire: «Attendez, je me fais agresser, vous étiez où? Vous êtes la sécurité». Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, enfin bref, il me donne pas le document. Quand j'arrive aux urgences, je vais rencontrer ici le totalitarisme de la médecine des urgences. Point barre. Je ne veux pas vous faire de prise de sang parce que je lui dis voilà, je pense avoir été drogué avec la drogue des violeurs là parce que je me rappelle de rien. Et mais elle me dit: «Vous avez porté plainte?» «Oui, oui», j'ai dit: «J'ai été porté plainte, là je sors de la gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier. Vous avez qu'à téléphoner à la gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier et puis vous allez avoir réponse» et nous sommes aux urgences, nous sommes avec les médecins généralistes et qui travaillait, enfin à l'hôpital et qui était un docteur généraliste, c'était la docteure Iglas.
Donc, comme par hasard, c'est Monsieur Prudor qui vient. Et ben, comme par hasard, là, je suis pas en force. J'ai pas la force de me battre psychologiquement. Je suis très très affaibli hein, par les chocs, les traumatismes. J'ai énormément de sommeil parce que le corps demande tu dors pour que il puisse s'auto-réparer l'organisme. Voilà, donc j'ai pas pu m'imposer et l'infirmière a refusé de tester, de me faire une prise de sang pour rechercher du GHB. Donc la preuve directe et irréfutable, nous ne l'avons pas. Premier en cause, le gendarme qui me remet pas la plainte. Deuxième en cause, cet médecin des urgences qui refuse de téléphoner à la gendarmerie pour être sûr que j'ai bien porté plainte. Ou elle ne me croit pas, comme si je viens aux urgences par plaisir. Vous voyez, donc ils savent pas faire différence entre une victime, un alcoolo et un drogué. C'est quand même dramatique et consternant. Hein. Donc nous sommes bien avec cette complicité. Et la complicité va continuer sur les ITT. Donc là, c'est important ce passage-là. Pourquoi? Parce que je vais être mis en garde à vue pour une autre procédure où je vais être relaxé et condamné par le harceleur Noël. Donc nous le verrons, mais c'est important de marquer un repère sur ce chapitre, puisque là, nous allons avoir, je dirais, une autre procédure, une garde à vue, alors que je viens de me faire agresser il y a 2 jours. Vous voyez? Alors, dès le lundi matin, puisque ça se passe du samedi au dimanche. Donc, quand je porte plainte, c'est le dimanche après-midi, enfin dimanche matin. Quand je vais à l'hôpital, c'est pareil, c'est après sortie de la plainte. Quand je vais voir mon médecin le lundi matin, c'est à la première heure. Je lui explique, j'ai la gueule explosée, et puis, hop, une agression. Je voudrais faire vite fait une analyse de sang à la recherche du GHB, la drogue des violeurs, les drogues si j'étais drogué. Donc voilà, on fait une prise de sang, je vais au laboratoire, mais sauf que pour le GHB, c'est déjà trop tard. Puisque le GHB, ça reste entre 8 à 12 heures, hein, plutôt 8 heures dans l'organisme. Donc, étant donné que ça s'est passé le dimanche à 2 heures peut-être, à 1 heure du matin, ouais, à 1 heure du matin, si j'ai été drogué, eh ben, il faut que je fasse aussitôt arriver à l'hôpital. Aussitôt arrivé à l'hôpital, là, on aurait pu trouver des traces. Si j'attends, j'ai été forcé et contraint d'attendre le lundi matin, eh ben, c'est déjà trop tard. Donc, il y a des preuves que j'amène, hein, comme quoi j'ai bien essayé de chercher la preuve avec mon médecin généraliste. Il y a bien le document du laboratoire qui prévient mon généraliste qui dit pour le GHB, c'est trop tard, c'est 8 heures. Voilà, terminé. 2 jours après ou 3 jours après, je vais à la médecine légale, être sculpté au niveau du CHU. Hein, là encore, on retourne au CHU, et la médecine légale, ils ont leur petit truc. Là-bas, paf, ils me mettent 7 jours d'ITT. Ben, je dis, ouais, mais ça fait léger, quoi. Mais le mec, oui, non, c'est le cadre, c'est comme ça. Voilà, vous êtes dans la santé, là, vous êtes sur la santé militaire de la technocratie, de la dictature de l'intérieur juridique. C'est ferme ta gueule, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais demander une prolongation de ces ITT au niveau de Fougères. Donc, je rencontre un autre spécialiste de la médecine légale là, et c'est le même diagnostic. Je dis, moi, je reprends pas le boulot 7 jours après. Hein. J'ai encore la gueule explosée, j'ai des migraines sans arrêt, l'oreille, c'est exactement pareil, mais rien à foutre. On reste sur la dictature pénale, parce que si vous dépassez les 7 jours d'ITT, nous rentrons dans un cas de figure pénal plus grave. Et ils ne veulent pas, parce qu'il faut toujours protéger la criminalité et les personnes supposées qui ont été complices ou qui ont laissé faire, on va dire. Donc là, on va protéger la criminalité, la victime, la santé, elle n'en a rien à foutre. Donc voilà, vous êtes avec le totalitarisme de l'ITT. Moi, j'en ai eu pour 1 mois. Donc, je n'ai pas d'arrêt maladie puisque je ne travaillais pas à l'époque, donc ça sert à rien d'avoir un arrêt maladie, puisque je ne travaille pas. Donc, je vais me soigner, prendre mon mal en patience, mais ça aura duré 1 mois. D'ITT réel au vu du traumatisme. Hein, alors, je parle pas du choc, hein, parce que bon, moi, je suis
Je suis ce qu'on appelle une tête brûlée à l'armée, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis resté aux ZIC 2 ans, deuxième pompe, hein, Pépé Boynton, vous connaissez, les grandes gueules. Voilà, les mecs qui vont faire les murs pour aller de temps en temps faire la fête, ou les grandes gueules. Bon, c'est un peu ça. Donc, mais vous n'avez pas des citoyens qui ont toujours cette force mentale que vous avez, mais le traumatisme du choc, la violence et les migraines et tout ça qui ont perduré pendant plus d'un mois, l'ITT réel, ça aurait été un mois. C'était pas une semaine. Mais là, nous sommes sur cette dictature et cette complicité toujours qu'on retrouve entre la santé, les ministères et la justice, leurs pseudo-experts. Par contre, quand c'est pour les criminels, là, hein, les criminels, les croyants, tous ceux qui agressent par contre les politiques, ce sont tous, soi-disant, des débiles mentaux. Ce sont tous des psychopathes. Vous voyez? Donc, la médecine psychiatrique va protéger cette criminalité alors que tous les croyants sont des psychopathes. Donc, à la base, si tu pars du principe que tous les croyants sont des psychopathes, donc, ils sont tous malades mentaux, donc ils peuvent tuer qui ils veulent. D'après la logique de cette criminalité gouvernementale, hein, dans leur totalitarisme judiciaire, dans ses complicités. Donc là, on voit que la médecine légale est complice du cadre judiciaire que impose l'intérieur dans leur complicité avec les parquets. Donc ça, c'est clair et net. Donc la procédure a su son cours, donc j'abrège, voilà, je relance cette fois-ci au doyen des juges d'instruction parce que j'ai eu encore le coup de bol, il me pique mon smartphone et je suis un professionnel des convergences informatiques, des applications, de tout ça. Donc là, nous sommes en 2013, nous sommes sur les premiers smartphones. Là, je suis avec un Galaxy Note 2. Voilà, donc je rachète exactement le même téléphone, je reparamètre. Oui, parce que moi, j'achète pas mes téléphones chez les fournisseurs d'accès Internet puisque vos téléphones sont bloqués et ils vous intègrent des logiciels de leurs opérateurs. Ce qui bug un petit peu et l'appareil est moins performant. Donc j'achète les téléphones en indépendant, ils sont totalement débloqués et c'est mieux pour l'utiliser et sur le coup, vous le payez moins cher que chez un fournisseur d'accès Internet qui vous impose un forfait très cher. Donc je rachète le même, je paramètre tout, je rentre tous mes comptes et une journée ou 2 jours plus tard, pouf, ce gardien de sécurité avait pris des photos de lui et son fils. C'était en plus un professionnel en informatique qui s'est fait avoir tout seul par les nuages à l'époque. Donc il n'avait pas ou mal formaté, je dirais, le téléphone. Et voilà, je reçois ces photos. Donc là, j'ai la preuve irréfutable de la complicité, que je dirais cet agent de sécurité a volé mon smartphone. C'est pas lui qui m'a agressé, hein, attention. Lui, il profite de la situation, hein, l'abus de faiblesse, hein, je suis inconscient, je suis dans les vapes, il va m'amener jusque dans ma voiture, il va me prendre la clé de voiture, il va me prendre mon téléphone, il va garder mon téléphone, la montre, peut-être dans la bagarre, la montre elle a volé, elle a été récupérée par quelqu'un d'autre, je sais pas. Voilà, mais là, ils ont déjà fait une déposition et ils ont tous fait un faux témoignage. Parce que là, comme oui, c'est de l'alcool, on a l'habitude, oui, il insultait tout le monde, donc ils ont tous menti en disant que j'insultais tout le monde dans la boîte de nuit. Et quand il y a eu les preuves irréfutables, et ben là, toutes les dépositions ont changé. Donc, abus de faiblesse, faux témoignage en bande organisée, et tout ça, c'est classement sans suite. Voilà, vous avez les preuves, ils me remboursent mon téléphone. Donc le parquet dit à cet agent de sécurité qu'il doit me rembourser le téléphone, donc je suis en partie remboursé, hein. C'est comme la voiture qui a été volée, cramée. L'assurance m'avait remboursé une partie, mais j'ai perdu sur ma voiture 1500 euros. Là, j'avais une carte dedans avec tous des dossiers, donc des heures et des heures de travail, machin. Ça, on s'en fout, vous le perdez. La montre, parce que là, j'ai pas de preuve que c'était lui qui avait volé la montre. C'est pareil, on vous rembourse pas, on s'en fout. Voilà, donc on vous rembourse une partie, mais une grande partie, vous l'avez perdue. Mais ça, c'est normal, on s'en fout, on protège les criminels. Le criminel, lui, va prendre un avocat. Donc, il va faire fonctionner cette criminalité notable où ils ne reconnaissent, bien sûr, le pauvre, c'est lui, le pauvre, qui profite de la situation pour me voler un smartphone. Voilà. Et après, il va inventer qu'il l'a acheté à quelqu'un, et patati patata, alors que d'entrée, il avait fait un faux témoignage.
Enfin bref, ça se résume à ça, je fais appel, je saisis le doyen des juges, voilà, je paye la caution, paf, il y a une juge, la juge Lipiansky, qu'on va voir, le travail réel qu'elle a fait, mais tous s'accordent au final que dire oui, bon, c'est classement sans suite, il a remboursé l'appareil. Voilà, le faux témoignage en bande organisée, on n'a rien à foutre, l'abus de faiblesse, la non-assistance à personne en danger, rien à foutre. Voilà, la victime, c'est M. Prudor, elle savait, elle était au courant de tout, puisque je vais tout dire, hein, sur les procédures, le harcèlement des verbalisations, voilà, rien à foutre. On continue comme ça. Vous voyez? Et c'est là que, quand j'ai saisi la juge Lipiansky, que le chef de la gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier a changé. Et nous sommes tombés sur un nouveau chef qui voulait pas me rencontrer à cause de la discrimination de mon casier judiciaire. Et c'est celui-ci qui a voulu me piéger par l'intermédiaire d'un de ses suppléants, en profitant du dossier et des éléments que j'ai donnés à la juge d'instruction sur les enregistrements au niveau des tribunaux. Voilà. Et c'est là où j'ai l'audition avec le brigadier Pomerol, que on va voir puisque j'ai enregistré aussi le truc. Donc là, on va survoler vraiment l'enregistrement, ça dure 1 heure, c'est vrai, ça a été classé, mais là, vous ne recevez pas de documents classés sans suite. Ça se passe en interne, il n'y a pas de trace. On peut harceler le citoyen en bande organisée au niveau de l'intérieur, mais derrière, vous avez aucune reconnaissance et ces personnes-là ne sont jamais sanctionnées. Voilà. Tant que c'est une cible, vous êtes une cible de cette criminalité, cet esprit nazi du gouvernement, de la technocratie, de la dictature judiciaire de l'Union européenne, de la Commission européenne, on peut vous faire subir tout et n'importe quoi au travers de leurs crimes contre l'humanité, hein, puisque là, on sait bien que maintenant, ils avaient tous conscience que leur Union européenne, c'était une dictature judiciaire, puisqu'ils ont exterminé le principe de la République des droits de l'homme au sein de la CEDH. Les preuves sont irréfutables. Ils sont tous complices et coupables. Donc on va survoler les dossiers, les preuves, les faits pour montrer que là, il y a réellement un travail. Il n'y a pas une manipulation de cette juge d'instruction qui ne va pas reconnaître le dossier, qui ne va pas reconnaître les preuves, les faits. Vous voyez? Mais ils sont dans cette complicité. Vous allez voir le travail ridicule de l'avocat. 6 lignes. Combien il est payé pour faire 6 lignes au niveau de la chambre criminelle, où les présidentes vont admettre, voilà, c'est normal. Comme c'est un étranger qui travaille en France, un étranger de l'Union européenne, c'était un Belge à la double nationalité, eh ben, faut pas le condamner. Toujours pour les statistiques, toujours pour cette dictature gouvernementale. On agresse un citoyen qui ne fait pas partie de cette politique de la technocratie, de l'islamo-gauchisme, du centre droit, de leur monopole et criminalité commune envers la nation France. On voit ça. Donc voilà la plainte du 21 avril 2013, le dimanche, hein, qui n'a pas été remise ce dimanche-là, hein, ça c'est clair, par ce brigadier. Ok, donc là la plainte. Donc là, je refais un travail chez moi et je cherche des preuves sur les personnes, tout ça. Sur Facebook, hein, puisque les boîtes de nuit ont souvent un Facebook, tout ça, donc pouvoir voir s'il y a des photos de la soirée et tout ça. Donc voilà, je refais un travail mémoriel de combien de fois je suis passé dans cette boîte, tout ça. Je parle bien sûr du GHB, hein, voilà, puisque je ne me souvenais de rien. Donc ça c'est clair, donc je l'expose, je lui transmets, et c'est le week-end, donc 7 jours après, hein, donc quand j'ai commencé à écrire d'ailleurs cette pré-synthèse, que j'ai eu les photos sur mon nouveau smartphone. Donc j'amène les photos au niveau du brigadier, nous sommes le 3 mai, donc vous voyez ça a quand même été assez vite. Voilà. Les photos transmises, enfin une des parties des photos, voilà, donc c'est le videur avec son môme, hein, voilà. Donc là, il me fait faire un document et je maintiens et je précise et je parle bien des urgences qui ont refusé de me faire une analyse de sang pour rechercher le GHB. C'est marqué noir sur blanc. Jamais ils n'ont interrogé la médecine, le médecin, cette femme des urgences.
Jamais ils n'ont pas demandé pourquoi. Et moi, je sais pourquoi ils ne l'ont pas fait. C'est parce que le brigadier m'avait pas transmis la plainte. Donc, pour se protéger, on ne va pas aller chercher un témoignage qui va porter préjudice aux petites carrières de merde des cadres hiérarchiques. Pareil, donc là, de la gendarmerie. Alors que ce soit un commissaire ou un responsable de gendarmerie, moi, je fais pas la différence. Hein, c'est de l'intérieur, que ce soit un militaire ou pas un militaire. Euh, c'est le même manque de professionnalisme parce que il aura été dans son jugement arbitraire. Voilà. Donc ça c'est clair. Voilà. Donc là c'est toutes les factures que j'ai amenées donc du téléphone, voilà le réseau, la carte, le machin, la montre, voilà. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est le compte-rendu des images donc de l'hôpital. Là, la recherche du GHB, du laboratoire, qui est écrit donc à mon généraliste, comme quoi il est trop tard pour rechercher le délai, le GHB. Donc j'ai bien fait le nécessaire dès le lundi matin. Voilà. Ça, c'est bon, l'ordonnance et le certificat, lui, me mettait 7 jours d'ITT au tout début, mon généraliste. Voilà. Ça, c'est les autres examens, là, c'est important. Vous voyez, ici, il n'y a pas de codéine. Ça veut dire qu'à l'hôpital, ils ne m'ont pas donné d'antidouleur. Je n'ai reçu aucun médicament contre la douleur au niveau des urgences de Fougères. Donc vous voyez qu'il y a quand même un sadisme de ce côté de la médecine dite légale des urgences dans la discrimination, hein, puisque là nous sommes bien après, je dirais, l'affaire avec cette docteure Iglas, hein, qui travaillait à l'hôpital de Fougères, hein, donc les médecins qui parlent entre eux, des patients, on va dire. La personne qui est aux urgences, c'est aussi une de mes anciennes voisines quand j'étais en HLM, et nous étions pas non plus dans de bons termes. Voilà, parce que des fois ma musique dérangeait. Alors en maison individuelle ça va, en HLM ça dérange. Voilà. Donc ça c'est bon. Le reste des documents, ce qui va être intéressant, c'est le document que j'ai pu photographier cette fois-ci grâce. Je dirais donc le 4-amol, donc ça c'est les ordonnances que j'ai pris après. Donc vous voyez, c'était quand même les comprimés pour la douleur que je n'ai pas eu du tout avec au niveau de l'hôpital. Voilà, donc là c'est encore des autres analyses. Ce qui est intéressant, voilà, ça c'est le document que j'ai pu photographier. Donc là, on parle d'une photo, voilà, d'une copie, mais j'ai pas eu le document. Je l'ai prise en photo, parce que là encore, nous avons la médecine légale du CHU de Nantes de Rennes, qui va mentir. Il serait également tombé à terre, il n'aurait pas perdu connaissance. Donc là, j'ai perdu connaissance. Voilà. Donc pour minimiser l'agression, et pour ne mettre que 6 jours d'ITT pour le cadre pénal, total de travail au sens pénal. Donc on ne vous soigne pas, je dirais, dans l'état de votre santé et des conséquences et des complications qui vont arriver. Non, on est dans le sens pénal. Donc vous êtes dans une dictature et dans une complicité toujours de la santé avec les parquets pour minimiser les agressions à cause du cadre pénal. 6 jours, on va dire, c'est une petite agression sans conséquence, et donc là, on peut classer l'affaire sans suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est prévu, tout est dans la préméditation, tout est dans la discrimination envers les victimes. Parce que là, je suis pas un présumé coupable. Là, je suis bien une victime. Mais quand vous êtes une victime et que vous êtes une cible de cette technocratie, de cette idéologie nazie, de la race supérieure, du fonctionnariat ministériel, du crime contre l'humanité, après le coup d'État du traité de Lisbonne et du commandement intégré de l'OTAN, de l'américain sarco-criminel. Donc là, on voit bien toutes les échymoses, tout ça. Donc le reste de l'examen est sans particularité, omis un retentissement psychologique. Vous voyez, alors vous voyez le côté vicieux qu'ils vont mettre là, psychologique, un type d'anxiété réactionnelle en rapport sur les faits allégués. C'est-à-dire que quand je vais omettre l'hypothèse, puisque là, nous sommes après, je dirais, le dossier du harcèlement sexuel dans cette complicité. Nous sommes après, je dirais, ma candidature aux législatives de 2012, hein, puisque ça a fini début 2013 avec le Conseil d'État. Voilà. Donc, comme je peux laisser supposer, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces années, on a trouvé beaucoup de macabées dans les voitures cramées. Donc, j'ai laissé supposer que si, à la limite,
on avait retrouvé, s'ils avaient pu démarrer mon véhicule, est-ce qu'on n'aurait pas garé mon véhicule plus loin et cramé le véhicule, et une fois que j'étais dedans? Vous voyez? Donc ça, c'était une hypothèse aussi qui était tangible au vu des actualités, au vu de la criminalité à l'époque, qui était pratique courante. Voilà, mais on va pas en parler dans la télé puisque bon, ça cache souvent des affaires qu'il ne faut pas parler. Vous voyez, comme vous êtes avec un État criminel, vous êtes avec des fonctionnaires criminels, vous êtes avec des magistrats criminels. Donc là, la preuve est faite que la médecine légale va mentir sur leur rapport. Ça, je l'ai pas eu. Hein. Je le dis, c'est une photo que j'ai dû prendre, je dirais, au niveau de la gendarmerie quand le responsable m'a fait voir un petit peu le dossier. Donc là, nous sommes bien avec les 6 jours d'ITT. Donc voilà, j'ai voulu augmenter les jours d'ITT au vu de ma santé réelle. Eh ben non, non, vous êtes sur une dictature de la santé, des ITT. Donc voilà, je fais un rapport mémoriel 2, donc le 21-5. Voilà, les tests biologiques, ma carte, comme quoi je suis pas alcoolique, je ne prends pas, je n'ai pas d'alcool, je n'ai rien. Là, on voit bien que les analyses de sang le lundi matin montrent que à l'hôpital, on m'a même pas filé d'antidouleur, j'ai la gueule explosée, on dirait Elephant Man en version modérée, on va dire, mais c'était un peu ça, hein, c'est clair. Hein. La tronche totalement explosée, gonflée de partout hein, à cause des hématomes. Donc là, je l'explique, je le montre. Eh ben, toujours pas inquiété. Donc le mémoire 2 qu'on a vu auparavant, je l'ai donné, je l'ai apporté à ce gendarme. Voilà. Donc là, eh ben, une fois que la procédure est finie, donc bien sûr, je vais subir le harcèlement du parquet qui va refuser plusieurs fois de me donner à chaque fois la copie du dossier. Donc ils vont refuser tout le temps la copie du dossier. Donc il faut arriver au niveau du juge d'instruction pour avoir les auditions. Vous voyez? Parce que pour cacher la médiocrité de leur travail, pour se couvrir, donc on va pas vous donner les auditions. Parce que là, ils vont pas retenir le fait que Attendez, on va le voir. Donc là, voilà, ils refusent. Je relance sans arrêt, bien sûr. Hein. Je n'arrêterai pas tant que j'ai pas reçu une partie du document. Donc là, ils disent que oui, se disant, voilà, ils pensent que je vais me venger. Voyez, puisque là, ils vont utiliser les contenus de dire voilà je pense qu'ils ont attenté à ma vie ou n'importe quoi, ils vont utiliser mes écrits, ah oui mais au cas où il va se venger, je veux dire j'ai quand même, vous avez affaire à des débiles hein. Ça c'est clair. Donc là le maréchal des logis chefs c'était Thierry Brégé à Saint-Brice-en-Cogle, de gendarmerie, département Vitré, enfin c'était à Saint-Aubin-du-Cormier. Hein. Donc là, voilà, hop, on passe le blabla, et voilà. Et donc, celui qui a volé le smartphone, c'est Kenway Dany, videur dans l'établissement, le Vogue. Donc, c'était anciennement le Sphinx, hein, c'est pour ça que je l'appelle toujours le Sphinx d'ailleurs. C'était le Vogue. Reconnaît avoir acheté. Donc là, il ment encore une deuxième fois sur comment ça s'appelle, sur ses dépositions, comme quoi il l'avait acheté à quelqu'un d'autre. C'est contredit. C'est mon métier. Je suis électronicien, donc les preuves informatiques, ça me connaît. Hein, mais eux, voilà, eux, c'est des gendarmes, c'est des magistrats, il n'y a que leur travail qui compte. Vous êtes un professionnel, vous avez un diplôme, mais le vôtre, il n'est pas reconnu. Parce que vous n'êtes pas une profession libérale. Vous avez que des droits et le pouvoir absolu pour les professions libérales, donc que ce soit de la santé ou des avocats, au sein même de ces tribunaux, et bien sûr les fonctionnaires de la magistrature. Donc là encore, il a menti, et j'ai démontré ça au niveau de la chambre d'instruction, mais ils en ont tous, bien sûr, rien à foutre. Donc on va retrouver encore une des substituts, là, Huette, substitut du procureur de la République qu'on va retrouver sur plusieurs dossiers, hein, puisque ça c'est une personne sûrement sédentaire. Voilà, ce magistrat classe l'affaire sans suite. Donc là, on parle seulement de recel de biens provenant d'un vol. Voilà, on parle pas de non-assistance à personne en danger, on parle pas de faux témoignages en bande organisée et pour ce même voleur, la Kenway Dany, une récidive, parce que celui-ci, c'est un étranger, donc un étranger de l'Union européenne, hein, puisque c'est un Belge à la double nationalité africaine. Le dossier, on va voir. Donc ici, nous avons l'enregistrement avec l'OPJ Pomerol. Donc nous sommes le 20-12-2017.
Donc on regarde, c'est quelques mois juste après la plainte de l'inspecteur divisionnaire dans le chapitre 4 de Baron. Donc il y a bien la complicité entre la commissaire, cet OPJ Pomerol, donc ce brigadier chef Pomerol, et le brigadier, comment il s'appelle, Noël. Voilà, puisque ils étaient au courant, puisque j'ai été éditionné, ça a été classé sans suite, mais classé sans suite sans que j'ai de documents. Vous voyez? Donc là, ils gardent ce sont des affaires internes à eux. Qu'on vous piège comme ça impunément, c'est normal pour eux. Donc voilà, là c'est le CD qui m'a été remis par la juge d'instruction Lipiansky. Donc le C, il n'y a rien dedans. Donc là, nous sommes avec le A. Ici, c'est le D et ça, c'est le F. Et donc là, on va trouver des documents intéressants, moi, surtout le fichier Cassiopée à ces années-là. Donc ça va être intéressant. Donc là, c'est un millefeuille. Si on regarde vite fait le document Word, l'inventaire, voilà, il est là, donc voilà, c'est une aiguille dans une botte de foin, faut aller chercher, vous voyez, fiche Cassiopée, donc vous avez plein d'informations, PV, notif, état alcoolique, donc voilà, ça c'est les antécédents, aussi, voilà, les auditions, tout ça, investigation, là il y a réellement de l'investigation, il y a réellement un travail de réaliser par cette magistrate. Mais comme elle va pas au bout des choses et qu'ils vont tout le temps se chercher à protéger leur petite carrière de minable, parce que moi j'appelle ça des racailles maintenant, excusez-moi, puisque au vu du code pénal, ce qu'ils encourent est beaucoup plus supérieur au vu de la loi, ce que subissent les victimes. À chaque fois qu'ils vont faire un abus de pouvoir, dissimulation de preuves en bande organisée, nous parlons de 10 ans à 15 ans de réclusion criminelle. Mais comme ils sont dans le monopole et le pouvoir absolu, on s'en fout. On va continuer. Voilà. Donc ici, vous voyez, extrait Cassiopée, extrait Cassiopée. Donc on va pas survoler tout, parce que ça sert strictement à rien. On va passer sur vite fait des éléments intéressants que je vais pouvoir utiliser dans la poursuite de la vérité au vu de cette acharnement, cette torture psychique que va réaliser les différents ministères de l'intérieur, juridique, de la finance dans leur complicité. C'est bien un crime contre l'humanité, parce qu'on parle de dizaines de milliers de nos concitoyens qui ont été poussés au suicide par, je dirais, ces harceleurs, cette criminalité des gouvernements. Et donc, le législatif et l'exécutif qui a commencé avec le sarco-criminel et son entreprise des quotas. Les quotas des verbalisations abusives, on a le droit d'escroquer, on a le droit d'harceler en bande organisée, en préméditation, avec les complicités généralisées. Et là, on peut le voir, c'est prouvé avec la santé. Donc avec la santé, ils vont utiliser la psychiatrie pour protéger et couvrir les croyants qui tuent des citoyens ou qui blessent même des forces de l'ordre, des premières lignes. Mais pour les autres, voilà, c'est normal, parce que ça rapporte de l'argent aux entreprises universitaires. Changement de réalisation, on va continuer sur la 2, puisque c'est important. Je n'ai que 2 procédures avec un juge d'instruction pour bien montrer les 2 formes des manipulations, pour toujours couvrir les fautes professionnelles, leurs fautes professionnelles, tous les vices de procédure qui sont énormes, puisqu'ils sont tous dans l'indifférence et ils sont tous dans cette complicité, dans la dictature politique judiciaire. Donc ça c'est clair. Donc la chance que j'appelle, c'est lié surtout et avant tout qu'à mon travail. Parce que si je n'achète pas le second téléphone, si je ne le paramètre pas avec mes sécurités, je n'aurais jamais eu les preuves. Et que ce petit chef de gendarmerie, malgré qu'il était sympa, qu'il acceptait bien le tutoiement, ces personnes, faut aussi bien sûr s'en méfier parce que on vous poignarde dans le dos, dans les procédures, dans leurs écrits, puisque on peut constater que sur la synthèse que j'ai dû me battre pour récupérer, il met recel. Ça veut dire que il fait totalement confiance à celui qui a mon téléphone. Celui qui a volé mon téléphone, voilà, on va le croire, c'est un agent de sécurité, voilà, il va raconter une histoire que je vais démonter. Mais le petit gendarme, pour sa petite carrière, il va dire, il n'y a que recel. Donc, fausse déclaration, faux témoignage, c'est pas pris en compte. Non-assistance à personne en danger, c'est pas pris en compte. L'abus de faiblesse, puisque quand je suis inconscient, qui me récupère le téléphone et ma clé de voiture, il profite de la situation, de l'agression.
Voilà. C'est pas pris en compte. Le fait que ce soit lui qui a volé le téléphone, c'est pas pris en compte. C'est on protège et là, c'est pas un fonctionnaire, mais on protège cet étranger à la double nationalité africaine. Et il a voulu faire croire que c'était moi, un alcoolique, qui insultait tout le monde dans la boîte de nuit. Si j'avais pas eu la preuve, c'était le résultat de son enquête. Ça, c'est clair, puisque dans les auditions, on va retrouver ça, le faux témoignage en bande organisée, puisqu'ils s'étaient mis d'accord entre eux avec le patron, dire que j'insultais tout le monde. Mais aussitôt que j'ai eu les preuves, et ben là, les auditions, les procès-verbaux ont dit totalement des choses différentes. Parce que devant le fait accompli, et ben ils étaient niqués entre guillemets. Donc, et on voit sur la synthèse qu'il a augmenté volontairement le taux d'alcool. Parce que moi je parle de 0,27 quand j'ai soufflé, alors que lui met 0,36 sur la synthèse. Volontairement, on augmente pour faire passer la victime pour un alcoolique. Donc il y a quelque chose quand même de vicieux. Voilà. Donc il veut cacher sa faute professionnelle en voilà, on va minimiser l'agression. Vous vous faites éclater la gueule, vous êtes une victime, ils n'ont rien à foutre. Ça, c'est de la part de la première enquête du premier petit chef de gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier. Alors, que ce soit eux ou les flics, hein, vous êtes avec la même politique, les mêmes discriminations de l'intérieur, hein, puisque la gendarmerie et la police font partie du même ministère. Même si c'est un cadre d'entraînement dit militaire, je veux dire, des fois, il n'y a rien de militaire, hein, ça c'est clair. On l'a vu dans la procédure à mon fils, hein, la capitaine aussi, quand il y a l'enquête, il y a la déposition de moi, de mon fils, il n'y a pas du tout d'investigation sur l'éducateur concernant le harcèlement. Donc c'est exactement pareil. Ils sont dans cette complicité avec le parquet qui impose sa loi, qui ne recherche pas la vérité, il recherche des statistiques pour satisfaire la dictature politique, judiciaire des gouvernements. Alors, concernant la santé, bah là, c'est quand même consternant et dramatique, hein, puisque nous sommes toujours sur cette même discrimination. Alors, nous sommes début 2013, donc je suis l'ennemi public numéro un du commissariat de Fougères à l'époque. Là, les bombardements des verbalisations abusives a commencé. Il y a une procédure qui se termine. Il y en a une autre qui a commencé et qui commence en même temps presque et en parallèle de ce dossier qu'on verra dans le futur. Donc ça, il faut en être conscient. À cette époque, il parlait déjà beaucoup du GHB, des viols. Il parlait qu'ils utilisaient le GHB aussi pour escroquer des gens. Puisque là, moi, c'est pas un viol, hein, c'est surtout l'escroquerie. Voilà. Le fait qu'ils n'ont pas réussi à démarrer ma voiture, à l'époque, on retrouvait des cadavres dans les voitures incendiées. Voilà. Ça, j'ai ça en mémoire, puisque je vais l'amener en argument, puisque je dis, attendez, on peut sous-entendre aussi que s'ils avaient réussi à démarrer ma voiture, on peut m'amener un petit peu plus loin, parce qu'il y a eu des altercations aussi avant. On le verra un petit peu plus en profondeur, mais la responsabilité de la médecine, c'est, en premier temps, refuser la prise de sang. C'est-à-dire que vous arrivez aux urgences, vous dites, voilà, paf, je me suis fait agresser, c'est peut-être, je me suis fait droguer au GHB, faut faire une prise de sang, faut rechercher la drogue du violeur. Et elle refuse. Parce que je n'ai pas la plainte, hein, la faute professionnelle du petit chef de gendarmerie, mais je lui dis, téléphonez. Je n'ai pas la force, elle est là dans son totalitarisme, elle refuse, elle me la frappe. Elle me donne, soi-disant, un antidouleur, c'est un efferalgan. Je n'ai pas de drogue légale, d'antidouleur réelle. J'ai la gueule explosée. Vous voyez? Et elle est dans la totale indifférence. Puisque le lendemain, quand j'ai eu du tramadol et tout ça, j'ai eu les antidouleurs par mon médecin, pas par les urgences. Parce qu'ils n'ont rien à foutre. Parce que nous sommes encore dans l'histoire avec le dossier Iglas, hein, qui a raconté ça à ses collègues de travail, puisque nous sommes à l'hôpital de Fougères. Et la doctoresse que j'ai rencontrée connaissait bien ce docteur Iglas. Voilà, les femmes, le totalitarisme, les réseaux féministes, hein, universitaires, puisque là, moi je parle, pour moi ce sont des garces, hein, il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. C'est de la manipulation de ces féministes qui sont dans la toute-puissance de leur poste, comme le font les hommes. On est au-dessus des lois de tout à chacun, on fait ce que l'on veut et vous devez subir notre totalitarisme parce que leur classe sociale est basée sur l'argent, elle n'est pas basée sur
sur l'intellect. Elle n'est pas basée sur l'intelligence. Non, elle est basée sur l'argent, leur classe sociale. Donc, nous voyons que là, il y a des fautes professionnelles aussi, des urgences de fougères, mais là, il ne faut pas en parler. C'est toujours les citoyens les coupables. Et l'autre, bien sûr, faute professionnelle qui est indescriptible, c'est le CHU avec la médecine légale. Sur le document, il est bien stipulé que j'ai pas perdu connaissance. Alors que je lui ai dit que j'ai perdu connaissance. Sur ma déposition, c'est marqué que j'ai perdu connaissance. Que KO, puisque je prends un grand coup de latte dans la gueule, on va dire, un grand coup de pied dans la tronche, pouf, dodo. J'ai perdu connaissance. Mais à cause des ITT, à cause du traumatisme crânien, ils vont minimiser, ils vont mentir sur les dossiers. Et donc là, si je fais pas la photo du document, quand je vais voir ce petit chef de gendarmerie, j'ai pas la preuve. Parce que dans le dossier, je dirais, de la juge d'instruction, je ne crois pas que je retrouve celle-ci. Par contre, je vais retrouver les faux témoignages du patron, le faux témoignage de cet agent de sécurité, et on a bien vu qu'il n'y a que recel de vol qui est bien marqué sur le délit concernant cet agent de sécurité. Le patron, tout ça, personne n'est inquiété, donc voilà. Non-assistance à personne en danger, faux témoignage, récidive de faux témoignage, abus de faiblesse, c'est... Voilà. Et ils appellent ça des personnes assermentées. Voilà. Vous êtes avec cette criminalité organisée pour les statistiques ministérielles, pour les dictatures gouvernementales, protéger les étrangers à la double nationalité africaine. On voit la suite.